Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Depuis le départ de Nicolas Sarkozy, il n'y a plus de leader naturel à l'UMP. Avec cette déclaration, François Fillon déterre la hache de guerre avec Jean-François Copé. Le secrétaire général de l'UMP n'a d'ailleurs pas tardé à réagir. Il appelle l'ancien Premier ministre à la sagesse. Mais la trêve entre les deux hommes semble terminée. La course à la tête de l'UMP est donc lancée. Débat à suivre dans ce 22h. Retraite, SMIC, revalorisation de la rentrée scolaire, le gouvernement planche sur les dossiers sociaux. Pas de temps à perdre pour concrétiser les promesses de François Hollande. Mais jusqu'où peut aller l'équipe de Jean-Marc Ayrault sans faire déraper les déficits? Débat d'éditorialistes ce soir avec Guillaume Tabar des Échos, Claude Veil du Nouvel Observateur et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Et puis, il est prestigieux et il récompense les meilleurs reportages écrits et audiovisuels. Le prix Albert Londres est dédié cette année à Gilles Jacquier, mort en Syrie en janvier dernier. Le prix a été remis en début de soirée au Sénat en présence d'une marraine de marque, Valérie Trierweiler. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les dirigeants européens se sont retrouvés à Bruxelles pour parler ce soir de la situation grecque et de la croissance. Sur le premier sujet, brûlant, ils ont répété que la Grèce doit rester dans la zone euro, mais doit aussi respecter ses engagements. Sur la croissance, les désaccords du couple franco-allemand semblent réels. François Hollande défend les euro-obligations lorsque Angela Merkel les juge inefficaces. On voit tout cela avec Julie Dungeloff. François Hollande n'arrivera pas seul ce mercredi à Bruxelles pour défendre son idée maîtresse d'euro-obligations. Il pourra compter sur les soutiens de l'Italie, de l'Espagne et de l'Autriche. En face, Angela Merkel fait front. La chancelière reste inflexible, tout comme la Finlande et les Pays-Bas. Est-on à l'aube d'une inversion du rapport de force qui sous-tendait jusqu'alors le couple franco-allemand? La question se pose d'autant plus que la chancelière allemande est affaiblie par les récentes défaites de son parti et le calendrier électoral allemand. La semaine dernière déjà, Angela Merkel s'était trouvée quelque peu isolée au G8 suite à l'offensive de Barack Obama et de François Hollande sur la croissance. Toutefois, le consensus pourrait se jouer sur l'émission de Project Bond qui permettrait de financer des grands travaux susceptibles de relancer la croissance. Aucune décision n'est cependant attendue. Il s'agit avant tout pour les dirigeants européens de dresser les grandes lignes de la relance en vue du prochain sommet prévu les 28 et 29 juin prochains. Et dans l'actualité, le social en tête de l'agenda de Jean-Marc Ayrault. Une concertation tous azimuts est annoncée sur plusieurs sujets délicats, des retraites à la formation en passant par les salaires et les conditions de travail. Une méthode aussi qui se veut en rupture avec les sommets sociaux express réunis à l'Elysée par Nicolas Sarkozy. Les détails avec Elisa Bertolomé. Certes, il y aura ce décret qui rétablira partiellement la retraite à 60 ans. Mais au-delà, c'est par la concertation que Jean-Marc Ayrault compte dérouler son calendrier social. Une concertation entamée dès le 29 mai. Le Premier ministre, entouré des ministres du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, recevra les syndicats et les organisations patronales. Avec l'ensemble de ces organisations, il y aura une conférence de méthode que je présiderai à Matignon et qui définira exactement comment nous allons nous y prendre pour réunir la grande conférence sociale qui aura lieu avant le 14 juillet. C'est en effet avant le 14 juillet que sera organisée la grande conférence sociale officiellement ouverte par François Hollande. Une conférence que le Premier ministre refuse de voir comme un show de quelques heures. Le programme s'annonce chargé. Les thèmes de l'emploi, de la formation, des salaires, du SMIC, des conditions de travail et des retraites seront abordés. Voilà, et justement, le gouvernement ne veut donc pas perdre de temps pour concrétiser les promesses de François Hollande. C'est le cas notamment sur le dossier des retraites. D'ici 3 semaines, le décret permettant le départ à la retraite dès 60 ans, sous certaines conditions, sera pris. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre. À droite, les critiques n'ont pas tardé. On voit tout cela avec Marie Brémaud. Candidat, François Hollande promettait une retraite à taux plein à 60 ans pour ceux ayant commencé à travailler dès 18 ans. Maintenant élu, son gouvernement passe à l'action. D'ici 3 semaines, le décret permettant ce départ à la retraite dès 60 ans sera pris. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre ce matin. À droite, la critique n'a pas tardé et pourtant cette mesure reste marginale puisqu'elle ne concernerait que 100 000 personnes environ. Le gouvernement parle d'un coût annuel d'1 milliard d'euros.
Pour le moment, il est un peu tôt pour justement trancher de façon assez nette sur le chiffrage. Effectivement, l'évaluation d'1 milliard semble assez raisonnable à première vue. Maintenant, il va falloir un peu détailler tout ça, surtout aussi sur les personnes qui vont être concernées. Une incertitude demeure en effet pour le calcul des 41 années. Doit-on prendre en compte les trimestres effectivement cotisés ou simplement validés ? Si la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a précisé que seraient prises en compte dans ce calcul les congés maternité et les périodes de maladie dans certaines limites, reste la question des périodes de chômage. Ce sera l'un des enjeux de la concertation avec les syndicats. Mais la marge de manœuvre du gouvernement est mince, réduction des déficits oblige, et dès 2013, les retraites ne seront plus financées car les prévisions de financement de la réforme de 2010 tablaient sur des estimations bien trop optimistes. Le débat d'éditorialistes ce soir avec nos invités, Guillaume Tabar des Échos, bonsoir Guillaume, bonsoir, Claude Veil du Nouvel Observateur est avec nous, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir. Jean-Louis, nous venons de voir ce calendrier social, Jean-Louis, détaillé par le Premier ministre. D'abord sur le timing, est-ce qu'il est respecté le timing? Mais il a été un peu bousculé, parce qu'en réalité le décret sur la retraite, le retour de la retraite partielle à 60 ans, devait être pris aujourd'hui. Il y a d'ailleurs d'autres dispositions qui auraient dû être prises rapidement. Je pense au salaire des patrons des entreprises publiques, le SMIC également. Et il semble là qu'on marque une espèce d'hésitation, puisqu'on nous dit que tout ceci sera l'objet d'une concertation. Donc on ne sait plus très bien, parce que ça devait aller à un changement rapide. D'ailleurs, c'était marqué dans les 100 premiers jours de M. Hollande. La feuille de route, oui. Et puis la concertation sociale globale n'intégrait pas ces mesures extrêmement précises. Autre imprécision sur la retraite à 60 ans, il était question jusqu'à présent que de la retraite générale, de l'assurance vieillesse. Alors le patronat hier a mis les pieds dans le plat, il dit oui mais attendez, il y a aussi les retraites complémentaires. Donc les retraites complémentaires, c'est nous qui les gérons, c'est pas vous. C'est très important parce qu'en fait que si on fait une retraite à 60 ans, qui ne concernerait que les gens, ça c'était prévu, de 18 à 10, qui ont commencé à travailler entre 18 et 19 ans. Puis ensuite on ne concerne que, pas toutes les périodes cotisées, mais certaines validées. Et en plus, il n'y aurait pas la retraite complémentaire à l'intérieur. La retraite complémentaire, c'est au moins la moitié des retraites de base. Et pour les cadres, ça va jusqu'à plus de 60% de leur retraite. Donc on rentre dans des choses qui apparaissaient très simples. Il y avait la retraite 100 ans, 1 milliard. Puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croyait. Alors Guillaume Tabar, justement sur ces promesses, il y a la retraite, il y a le SMIC, il y a le contrat de génération de François Hollande. Je vous montre juste ces pages dans Le Point, le cauchemar de Hollande, ces promesses qu'il faut enterrer avec déjà plus de 5 promesses qui sont énumérées qu'il doit enterrer à cause du probable dérapage du déficit. Est-ce qu'il y aura des promesses qui vont déjà être enterrées? Ce sera tout le problème du gouvernement. On voit bien déjà, Jean-Louis l'a évoqué, comment Jean-Marc Ayrault, pour l'instant, essaye de jongler sur la méthode et le calendrier. On l'a entendu ce matin dans son interview sur RTL. Il a parlé d'abord d'une première rencontre, celle du 29 mai, dont l'objet est de faire une concertation, non pas sur les mesures à prendre, mais de faire une concertation sur la méthode. Donc on réintroduit déjà un premier échelon de discussion qui renvoie à une deuxième étape qui sera la discussion sur les mesures elles-mêmes. Et c'était intéressant ce matin d'entendre chaque sujet précis qui était cité à Jean-Marc Ayrault, sur les retraites, sur ce qu'il faudra faire si jamais les déficits sont plus forts que prévu ou la croissance moins forte que prévu, est-ce qu'on tiendra les 3% ou non en 2013. À chaque fois c'était on fera une concertation, on verra. Sauf que le gouvernement ne pourra pas éternellement temporiser de cette manière-là. Claude Veil, justement sur la méthode, il y a beaucoup de consultations, de négociations, on chouchoute les corps intermédiaires, mais à la fin c'est le gouvernement qui va trancher. On essaie, je vois bien que le gouvernement Ayrault essaie d'importer en France quelque chose qui n'a pas cours, qui est la méthode social-démocrate au fond. Dans un pays qui est si peu par tradition social-démocrate. Nous sommes dans un pays colbertiste et jacobin où l'État décide, des syndicats râlent et tout le monde exécute. Ou n'exécute pas d'ailleurs, parce que lorsque le degré de mécontentement est trop haut, le gouvernement de temps en temps recule. Donc là on essaie d'avancer pas à pas. Là on est au cœur vraiment de la méthode Hollande et je dirais aussi de la méthode Hollande-Ayrault parce que Monsieur Ayrault est vraiment, là on est vraiment dans le système de gouvernement où ils se sont le plus à l'aise. Donc on va concerter longuement. Il est
pas certain, en effet, pour parler par euphémisme, qu'on arrive à mettre tout le monde d'accord, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Comme toujours dans ces dossiers effroyablement techniques, c'est dans la technique que se niche la difficulté. En effet, le problème des retraites complémentaires, qui avait pour le moment été un petit peu mis en dehors des radars. Il y a d'autres problèmes, le problème des fameux trimestres validés, cotisés, etc. C'est très technique, mais c'est très compliqué, et c'est au cœur de la réforme. Pourquoi ? Parce que si l'on admet que dans les années à venir, il va falloir travailler davantage, à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si on ne joue pas sur la variable de l'âge de départ à la retraite de liquidation, mais uniquement sur le nombre de trimestres, à ce moment-là, ça va devenir très très compliqué. Si tous les trimestres cotisés ne sont pas pris en compte, ça va devenir très compliqué d'avoir une retraite à taux plein, parce qu'à notre époque, qui peut se vanter d'avoir 41, 42, bientôt 42 ans et demi de cotisation sans trou dans sa biographie. Je reviens aussi sur la méthode Jean-Louis Gombault. Il y a aussi les syndicats, il y a aussi le patronat. Que disent-ils? Que pensent-ils de cette méthode? Les syndicats, on suppose qu'ils sont ravis. Pour l'instant, la CGT, elle est muette parce qu'elle est berlificotée dans un problème de succession qui a l'air très très compliqué. Le MEDEF a pris la parole hier. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, il veut respecter les corps intermédiaires, mais en même temps, au début, il voulait aller vite. Et pourquoi il veut aller vite? Il voulait aller vite, il s'aperçoit que c'est plus compliqué. C'est parce qu'il sait que les difficultés sont devant. Il faut absolument régler cette affaire de retraite, régler cette affaire de SMIC, un peu comme si on commençait le repas par le dessert, et avant de passer vraiment au plat de résistance qui, à la rentrée, s'avérera beaucoup plus complexe. Déjà, dès la semaine prochaine... Moins digeste, peut-être. Peut-être moins digeste. Dès la semaine prochaine, il faut faire la loi de cadrage du budget 2013, avec des objectifs de dépenses, de recettes. Donc je pense que là, il est un peu squeezé parce qu'il voulait aller vite pour tourner cette page, donner des gages de changement. Le changement, c'est maintenant. Et il s'aperçoit que c'est peut-être maintenant, mais c'est pas tout de suite. Alors ça complique les affaires. Oui, et puis il y a un choc entre le calendrier économique et les contraintes que vous évoquez, et puis le calendrier politique, parce que n'oublions pas quand même que le premier impératif pour François Hollande et son gouvernement, c'est de gagner les élections législatives. Sans majorité le 17 juin au soir, eh bien, tout le programme ne pourrait pas être mis en œuvre. Et c'est pour ça que le gouvernement et tous les ministres engagés dans la campagne, et que les dirigeants du PS font campagne en disant « évitons une cohabitation, donnons une majorité au président ». Et donc, pour que cette majorité soit la plus large possible, inévitablement, tout gouvernement commence par ce qui est le plus populaire auprès de son électorat. Donc effectivement, la mesure sur la retraite, l'annonce, en tout cas la perspective d'un coup de pouce donné au SMIC. Bon, tout ça, c'est d'abord, avant tout, l'efficacité électorale qui prime. Donc il faut tenir ses promesses pour espérer remporter ces législatives le plus largement possible pour la gauche. Claude Veil, ceux qui mènent la campagne des législatives, il y a le duo Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, voilà ce que disent ses amis de lui. C'est un homme d'autorité sans autoritarisme. Ses détracteurs disent que c'est un homme sans charisme qui ne sait pas trancher. Où est le curseur? On verra l'usage. Moi, je veux pas préjuger. Non, il passe en réalité, il passe pour un homme qui sait assez bien ce qu'il veut, Jean-Marc Ayrault. C'est vrai que c'est pas un homme de coup de gueule, c'est pas un type qui gesticule. Il a un homme réservé, mesuré, pondéré, toujours dans son expression, mais qui passe pour assez déterminé dans les responsabilités qu'il a exercées, que ce soit comme maire de Nantes ou à la tête du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il a toujours donné l'impression d'un homme impavide, assez solide. On va voir. La difficulté, vous évoquez le papier du Point. Le Point dit les réformes qu'il doit abandonner. Ça, c'est le Point là est dans le wishful thinking. C'est qu'il devrait, pour faire plaisir à François-Olivier Gisbert, abandonner. Mais il n'est pas du tout. Voilà, et mon ami par ailleurs. Il n'est pas du tout sûr qu'il les abandonne, mais il y a quand même des éléments nouveaux. Depuis l'époque des fameuses 60 propositions, il y a quand même des éléments nouveaux qui se sont produits. Il y a d'abord, comme vous le savez, il y a 15 jours, lorsque l'Union européenne a refait les comptes, elle s'est rendue compte qu'il manquait quand même 24 milliards, excusez du peu. C'est-à-dire que la feuille de route que le gouvernement Fillon avait donnée aux institutions européennes pour le retour à l'équilibre des comptes, de toute façon ne pourra pas être tenue. Et puis il y a une autre date très importante qui est juste derrière le calendrier électoral qu'évoquait Guillaume Tabar, c'est la date du 24 juin. Lorsque vous lisiez attentivement les propositions de François Hollande, il y avait écrit compte tenu de ce que pourrait révéler le rapport de la Cour des comptes qui doit être rendu le 24 juin. Ce fameux rapport, justement, Guillaume Tabar, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment des surprises et on va découvrir des comptes publics qu'on ignorait, un résultat qu'on ignorait? Les surprises, je ne pense pas, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quelques semaines à peine, la Cour des comptes avait rendu un premier rapport qui faisait un état des lieux et qui même préconisait un certain nombre de mesures. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que
tous les candidats à la présidentielle, y compris les plus rigoureux, comme François Bayrou, étaient très en deçà des recommandations de Didier Migaud, qui prenait des réformes de structure assez fortes sur le fonctionnement même de l'État. Alors, effectivement, l'écart entre ce constat d'il y a quelques semaines et puis le constat qui pourra être fait le 24 juin, c'est le fait que la croissance soit moins au rendez-vous que prévu, et donc des recettes en moins qui imposent dans Jean-Louis, est-ce qu'il y a un risque le 24 juin avec ce rapport qu'on se dise, voilà, la situation est telle, donc on ne va pas pouvoir tenir toutes nos promesses? Il en parle ce matin au Conseil des ministres Moscovici. Il fait un topo, il dit on va voir à travers le rapport de la Cour des comptes si les dépenses n'ont pas augmenté plus que prévu. C'est ça qu'il va surtout regarder. Et il dit explicitement dans sa communication, qui n'est pas faite par hasard juste avant évidemment le Conseil européen pour montrer la détermination française d'arriver aux 3% en 2013, il dit qu'il prendra les dispositions pour ramener, pour tenir les objectifs budgétaires à travers ce rapport de la Cour des comptes. C'est surtout l'évolution des dépenses depuis le début de l'année, c'est surtout ça qu'ils vont regarder. Et messieurs, ce débat en France s'inscrit bien sûr dans le débat européen. En ce moment même, les dirigeants européens sont à Bruxelles. Ils parlent de la situation grecque et de la croissance. Claude Veil, François Hollande a dit qu'il a mis lui-même le sujet de la croissance au menu. Est-ce que c'est le cas? Oui. Aidé par les circonstances. Il y a une espèce de paradoxe qui est que François Hollande arrive au pouvoir dans des conditions épouvantables, mais d'une certaine façon, ces conditions le servent parce que le désastre grec, les problèmes espagnols, les problèmes italiens font que tout le monde, au fond, est aujourd'hui à peu près d'accord que la purge Merkel, c'est bien, mais ça suffit pas. Que c'est pas avec ça qu'on va recréer une perspective pour les peuples européens, régler les problèmes sociaux qui sont écrasants, sortir la Grèce du marasme où elle s'enfonce avec le risque demain de voir encore les partis extrémistes, anti-européens, voire néo-nazis ramasser la mise électorale. Donc il faut ouvrir une perspective politique. C'est la croissance. Après, la discussion sur quelle croissance, avec quelle modalité. On connaît la position de Mme Merkel, pas de croissance à crédit, c'est-à-dire on ne va pas encore creuser les trous pour financer la dépense, les recettes de demain. Ça, c'est la discussion. En réalité, on va trouver un compromis parce que Mme Merkel elle-même est sous pression. Donc les socialistes, ils parient un petit peu sur la fragilisation de Mme Merkel sur la scène nationale allemande. C'est compliqué. On va pas entrer dans les subtilités de l'appareil de l'univers politique allemand, mais il y a des choses que les Allemands n'accepteront jamais, qu'ils soient socialistes, sociodémocrates ou qu'ils soient chrétiens-démocrates. Il y a des choses qu'ils n'accepteront jamais. Ils n'accepteront jamais de faire bourse commune avec d'autres pays dont ils ne contrôleraient pas la dépense. Ça, c'est tout simplement inacceptable pour tout gouvernement, comme pour vous. Si votre voisin de palier vous dit on mutualise nos dettes, vous allez dire d'accord, mais je regarde tes comptes. Ça, c'est le b.a.-ba. En revanche, les eurobonds rebaptisés project bonds, là, il y a de la marge. On peut trouver un terrain d'entente qui fasse que tout le monde ait l'air de marcher à peu près du même pas. Nous attendons la déclaration et la conférence de presse des dirigeants européens. En ce moment même, ils en parlent. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette conférence de presse, sur cette déclaration ce soir? Pas de décision, mais peut-être un début de consensus, Jean-Louis, sur un point. Je crois que tout le monde va dire il faut faire de la croissance. Ça, ils l'ont déjà dit. Voilà, bon. Ils vont le redire. Et qu'est-ce qu'on peut d'abord, je crois qu'on peut s'attendre à rien du tout d'important. Ce qui peut se passer, c'est le 24 juin. C'est bien le 24 juin, le sommet européen, le 24 ou 27, je ne sais plus. 27 juin. Bon, ça, en fait, ce Conseil est fait là pour préparer le sommet. Je crois que quand même, on verra ce soir si l'affaire des euro-obligations vue par François Hollande a marqué des points. Et je crois qu'on verra qu'il n'en a pas marqué. Parce que je partage ce point de vue. Les Allemands, je cite souvent ce proverbe allemand, des amis peuvent être des frères, mais leurs poches ne sont pas des sœurs. Donc c'est le fond. À méditer. Oui, non, mais c'est un proverbe bien connu. Alors, je veux dire par là que ça, les Allemands ne peuvent pas accepter ça. Donc on va trouver effectivement un compromis parce qu'il est clair pour tout le monde que ça ne peut pas durer comme ça. C'est pas possible. On voit bien que l'Espagne ne s'en sort pas, la Grèce s'en fout, etc. Le scénario est maintenant connu. Mais on ne tergiversera pas sur le principe que Mme Merkel a posé. On ne financera pas la croissance par des dettes. Guillaume Tabar, la droite française est beaucoup plus prolixe pour attaquer François Hollande sur ce dont on vient de parler, les réformes et les promesses, mais moins sur l'Europe. Est-ce qu'eux-mêmes se sont convertis à une forme de croissance? Est-ce qu'ils se rendent compte que finalement, la rigueur, la toute austérité, c'est un petit peu passé? Je crois que les deux, droite et gauche, ont fait un bout de chemin. Ouais. Les euro-obligations dont parle François Hollande aujourd'hui ne sont pas tout à fait la proposition qu'il faisait au début de la campagne présidentielle, où lorsqu'il parlait d'émissions d'obligations communes à l'Europe, il s'agissait bel et bien
de mutualiser les dettes. Et comme disait Claude Veil, ça, les Allemands ne voudront jamais. Donc François Hollande a été contraint d'admettre qu'il y avait une impasse dans ça. Et en face, c'est vrai que la droite ne peut pas être non plus sur la position purement à rigueur, mais là encore, elle n'y était pas totalement dès la période-là. Il ne faut quand même pas oublier que avant l'élection, on a assisté aussi à des bras de fer entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, qu'il y a déjà eu des compromis, que le pas fait sur la gouvernance de la zone euro était une concession faite par Angela Merkel, et pas de bonne grâce, en échange d'engagements pris par la France, notamment cette fameuse règle d'or que Nicolas Sarkozy a tenté de mettre en place sans y arriver avant la fin de ce quinquennat. Donc vous voyez, je pense que le clivage n'est pas tant entre la gauche et la droite, mais entre la logique allemande d'un côté et puis les penchants français de l'autre, qui sont toujours un peu à cheval entre ce tempérament latin et puis cette rigueur anglo-saxonne. Claude Veil, depuis le 6 mai, il y a eu le G8, il y a eu l'OTAN, il y a ce soir Bruxelles. Comment jugez-vous, percevez-vous les premiers pas de François Hollande et comment les Français peuvent-ils les percevoir? Je crois que les Français, ils sont encore, comment dire, comment on dit chez Standard & Poor's, on est sous observation positive, c'est ça Oui. Voilà, le gouvernement, non, je dirais que le gouvernement et le président de la République sont sous observation positive. C'est-à-dire que pour le moment, il a encore son triple A. Comme vous avez vu dans les sondages, il y a à peu près 45-50% des gens qui ont une opinion favorable du gouvernement, 25-30 qui sont vraiment... Plus élevé d'ailleurs, je crois, pour Jean-Marc Ayrault que pour François Hollande. Oui, et puis il y a un tiers de l'opinion. C'est l'aura du Premier ministre. Il y a un tiers de l'opinion qui est dans l'expectative. Donc il y a un préjugé favorable. Il n'y a pas évidemment d'état de grâce. C'est une banalité de le dire. Tout le monde l'a constaté parce que le climat est ce qu'il est, qu'il y a ce nuage d'angoisse qui pèse sur le continent. Mais le gouvernement avance avec, on voit bien ce côté bon élève, quoi, sérieux, appliqué, on travaille méthodiquement, etc. On évite l'esbrouffe. Lorsque 2 ou 3 ministres communiquent un peu trop sur les plateaux télé, ils se font engueuler par Ayrault qui dit non, on est là pour pas faire de la com, on est là pour travailler. Jean-Marc Ayrault qui a sauvé quand même un petit peu Arnaud Montebourg aujourd'hui dans le gouvernement pour fermer la parenthèse de sa condamnation. Bon, c'était quoi? propos de campagne, c'était pas... Le vrai problème sur ce sujet, c'est pas tant la condamnation elle-même. Chacun s'accorde à dire que cette affaire est mineure au regard des enjeux, mais le problème, c'est que c'est François Hollande lui-même, sans y être poussé par personne, qui avait dit pendant la campagne « Il n'y aura autour de moi personne de jugé et condamné ». Il aurait précisé juste pour des affaires relevant de la corruption, du comportement personnel ou de manquements graves, etc. Ah oui, mais c'est que lui qui s'y attaché dans ces mots, ça lui coûtait rien de donner cette précision parce que là, il a ouvert la porte à une interprétation extensive. L'UMP s'engouffre dans la brèche, mais bon, c'est de bonne guerre politique. Hein. Jean-Luc Gombault. Ce qui me frappe, quand on regarde le changement en 81 et aujourd'hui, parce que je crois que François Hollande a étudié de très très près le changement de 80, on voit bien les différences économiques. Aujourd'hui, la crise, etc. À l'époque, en 81, la croissance est très faible, 1% seulement, mais il n'y a pas la situation financière que nous faisons aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en 81, la droite est KO. Elle est KO, on n'entend plus du tout parler, elle est out, elle est au tapis. Là, aujourd'hui, elle a été battue au point, mais à 48 heures après, vous le regardez, Monsieur Copé, mais il est tout guiré, il frappe et tout ça. Et donc ça, c'est quand même... Et sur la moindre petite faute, moindre petite erreur, il est au créneau et il handicape véritablement cette période transitoire de François Hollande. Ils sont déjà en campagne, nous allons en parler dans la suite du 22h. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Nous allons donc parler à présent des législatives. Côté UMP, la guerre du leadership prend le pas sur la campagne. François Fillon estime qu'il n'y a plus de leader naturel à l'UMP depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Dans une interview donnée au Figaro Magazine, l'ancien Premier ministre affirme qu'il prendra part à la compétition. Jean-François Copé n'a pas tardé à lui répondre. Il invite François Fillon à, dit-il, ne se mobiliser que sur les législatives. La trêve semble terminée. Côté PS à présent, le leadership est officiellement partagé entre la première secrétaire et le Premier ministre. Des meetings communs, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, sont annoncés à Nantes, Lille et Paris. Mais vous allez le voir, c'est en solo que la première secrétaire a fait campagne sur le terrain aujourd'hui. Martine Aubry, suivie aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine par Paul Bouffard. On voit tout cela ensemble. Martine Aubry tout sourire dans les Hauts-de-Seine. La première secrétaire du Parti socialiste est venue faire son marché. Ici, pas de député socialiste, alors son appétit s'aiguise. Elle soutient les candidats locaux et compte bien surfer sur le bon score de François Hollande sur ses terres jusqu'ici acquises à Nicolas Sarkozy. Nous nous battons contre la droite, mais nous avons envie d'avoir au Parlement des hommes et des femmes qui défendent totalement le projet.
Il n'y a aucune circonscription socialiste dans les Hauts-de-Seine. J'espère qu'on en aura 3, 4, 5, je ne sais pas. En tout cas, il faut y aller. Voilà. À 3 semaines des législatives, la mobilisation est générale et affichée. Pourtant, certains parlent d'elle comme un élément perturbateur, surtout quand le Canard enchaîné rapporte ses propos. Martine Aubry aurait traité Jean-Marc Ayrault de naze. Qui dit? Personne. Peut-être quelques aigris. Personne n'arrivera, vous savez, à mettre un clou, une épingle entre Jean-Marc Ayrault et moi. Mais tout fera qu'on soit main dans la main pendant cette campagne et pour la suite. Monsieur, comment ça va? Petit café. À chaque stand, à chaque électeur, le même message martelé. Alors comment ça se passe en ce moment? Comment ça se passe? Il faut qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale. On pensait vous voir Premier ministre quand même. Oui, mais bon, c'est pas grave, on a un bon Premier ministre. Même si certains la voyaient plus à Matignon que sur les marchés, Martine Aubry tient le terrain et affirme son rôle de leader de la majorité présidentielle. Le 2 juin, elle tiendra un meeting commun aux côtés de Jean-Marc Ayrault. Et nous allons parler justement des élections législatives avec nos invités ce soir. Jean-François Lamour, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes ancien ministre, député UMP de la 15e circonscription de Paris. Avec nous également François Delapierre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Front de gauche dans l'Essonne et vous êtes secrétaire national du Parti de gauche. Messieurs, avant de parler de ce qui nous divise, je voulais d'abord vous demander pourquoi c'est important pour les Français, pour ceux qui nous regardent, d'aller voter à ces élections législatives. Qu'est-ce qui pourrait convaincre les gens d'y aller? C'est étonnant comme question. Parce que c'est la démocratie, c'est une nouvelle étape de la démocratie. Nous avons eu la présidentielle et il faut maintenant que les Français s'expriment sur le projet que nous portons. Nous, l'UMP et le centre et la gauche, qui a maintenant un président de la République à l'Élysée. Et c'est une nouvelle étape. Je ne dis pas qu'on repart à zéro, mais en tout cas, c'est une étape importante. Et je ne suis pas de ceux qui exprime le principe de cohabitation comme un principe de blocage. La cohabitation, c'est la démocratie. Vous croyez vraiment qu'on va arriver avec un gouvernement, une majorité à l'Assemblée nationale et bloquer le pays? C'est totalement faux. Oui, nous souhaitons porter un certain nombre de valeurs, porter un projet et un programme et faire en sorte de l'appliquer. On imagine qu'à l'Assemblée, vous n'allez pas voter toutes les lois et le programme de François Hollande, donc vous allez forcément. Mais nous le ferons en responsabilité. Vous savez, il y a un sujet qui intéresse les Français, on l'a vu d'ailleurs avec vos observateurs qui sont venus avant nous, c'est la sortie de crise, c'est la situation européenne, la Grèce. C'est vrai qu'on a des divergences, évidemment, mais nous n'avons qu'un objectif, c'est sortir le pays de la crise, continuer à le réformer, à le moderniser, comme nous l'avons fait pendant 5 ans. Plus clair que d'autres membres de l'UMP, pour qui la cohabitation est un mot tabou, pour vous, non? Pas du tout, non, parce que c'est quelque chose qui est compréhensible par les Français. Il faut leur expliquer que la cohabitation, en tout cas, c'est pas le blocage, c'est la capacité pour nous à continuer à avancer. François Delapierre, même question de départ, l'enjeu de cette élection. Ce qu'il faut dire aux Français, même si pendant 5 ans Nicolas Sarkozy a comme ça envahi toute la scène politique du pays, c'est que ce sont les députés qui font les lois. Non, mais ce sont je pense qu'il a marqué quand même une période très négativement, mais il l'a marqué. Et ce sont les députés qui font les lois. Donc si on garde la même majorité UMP, ce que Monsieur Lamour appelle pudiquement une cohabitation, ça veut dire tout simplement que c'est la même politique qui va continuer. Ça n'est pas le président de la République qui fait la loi. Et il n'aurait donc qu'un rôle décoratif. Quand c'était la cohabitation avec Jacques Chirac, c'était le gouvernement de la gauche plurielle qui faisait la loi, qui a fait par exemple les 35 heures que vous avez combattu, toute une série de mesures. Et le président de la République ne pouvait faire autre chose que de le constater. Donc cela revient à dire ne changeons rien. Si les Français veulent vraiment changer de politique, ils doivent voter pour une assemblée de gauche. Monsieur Delapierre me donne l'occasion. Et je dirais même pour une assemblée vraiment à gauche et bien à gauche, s'ils veulent que le changement soit véritable et complet. C'est sûr, à entendre les propositions de Mélenchon, je pense que d'ailleurs ça doit interpeller les Français qui se rendront aux urnes le 10 et 17 juin. C'est exact, ça nous donne d'ailleurs l'occasion de faire l'analyse de ce scrutin. Moi je ne le remets pas en cause. Le président est élu, là aussi, c'est la démocratie. Il faut simplement regarder comment il a été élu. On nous annonçait des scores extrêmement larges entre les deux candidats, ça n'a pas été le cas. 2 millions de bulletins de vote, ça devrait vous interpeller, comme nous d'ailleurs. C'est 2 millions de bulletins de vote nuls qui étaient dans les urnes au deuxième tour. Donc moi je suis intimement convaincu qu'il y a une réaction des Français
peut-être contre le président de la République, mais en aucun cas contre le programme de modernisation et de réforme du pays. Il n'y a pas d'envie de gauche, selon vous? Je la sens très faible. Et pourquoi il y a une envie de droite? je la sens très faible, en particulier sur le terrain, puisque vous comme moi, nous sommes en ce moment sur le terrain, nous l'avons toujours été, mais encore plus peut-être pendant cette campagne pour les législatives. Il n'y a pas une envie de gauche, il y a certainement une envie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de sortir le pays le mieux possible de la crise. Et il y a un élément, je crois, qui fait réfléchir aujourd'hui les Français, c'est les propositions de M. Hollande, avec ses soutiens et ses alliés, comme le Front de gauche, c'est faire de la croissance avec de la dette supplémentaire. Les Français ont bien compris qu'aujourd'hui tout ça n'est plus possible. Nous ne pouvons plus supporter un pays qui continue encore et encore à s'endetter. Je ne vais même pas citer l'exemple de la Grèce, parce que c'est un exemple peut-être caricatural de la situation dans laquelle nous pourrions nous trouver, mais regardez l'Italie et l'Espagne, qui sont des pays beaucoup plus proches de nous en matière d'organisation administrative, et eux sont en train de complètement dévisser. Et c'est absolument ce qu'il faut éviter pour la France. Et je ne vous cache pas qu'on essaye de porter. Peut-être qu'il y a eu des erreurs. Avec un conservateur, peut-être droite et gauche ne sont pas en cause. Mais c'est intéressant ce que dit M. Lamour, parce que nous avons ce débat, et à la différence souvent d'un débat, il va être arbitré par le vote. Les Français vont dire, au moment des élections législatives, s'agissait-il d'un problème de personne? Et M. Sarkozy, par la manière assez particulière, il faut reconnaître qu'il avait d'exercer le pouvoir, étant parti, ses amis politiques peuvent continuer à diriger la majorité à l'Assemblée. Est-ce que c'est votre thèse, ou s'agissait-il d'un désaccord avec la politique du pays? Nous nous sommes convaincus qu'il y a eu un rejet qui n'était pas simplement un rejet d'une personne. Nicolas Sarkozy incarnait un système politique, c'est-à-dire un pouvoir. C'est ce que vous ressentez sur le terrain? Mais oui, c'est-à-dire que il n'y a pas d'envie de gauche. Il y a une envie de changement extrêmement forte, extrêmement puissante. Et d'ailleurs, elle s'est vue non seulement au second tour, mais elle s'est vue au premier tour, avec le résultat, puisque nous sommes dans l'analyse de la présidentielle, Monsieur Lamour. Le résultat du Front de gauche au premier tour, 11%, un doublement, 4 millions de voix pour le Front de gauche, ça traduit quelque chose. La campagne qui s'est produite, la dynamique autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon traduit quelque chose, et traduit le fait que pour beaucoup de Français, l'heure est venue enfin de partager. Que ceux qui se sont gavés pendant 5 ans, au-delà de toute mesure, qui se sont enrichis d'une manière indécente, ce soit à leur tour de se serrer la ceinture. Je n'utilise même pas ce terme parce qu'il ne s'agit pas d'attenter à leur embonpoint, il s'agit juste de mettre un peu de mesure dans les fortunes qu'ils ont ramassées, dont parfois ils ne connaissent même pas l'étendue. Vous nous parlez de gaver. Non, restons sur le débat. Parce que c'est la réalité, vous n'avez pas été mesuré pendant 5 ans, Monsieur Lamour. Donc il faudra rendre, et c'est ça que les Français diront dans le vote aux législatives, et notamment à chaque fois qu'ils voteront pour des candidats du Front de gauche. Dites aux 9 millions de Français qui ont bénéficié, par exemple, de la défiscalisation des heures supplémentaires, si ces 9 millions de Français se sont gavés. Je ne le pense pas. C'est pas ça dont je parle, vous savez très bien. Oui, mais eux, ils vous parlent de ça. C'est pas pour eux. Vous avez gouverné pendant 5 ans. C'est pour les plus riches qui ont été les vrais bénéficiaires et profiteurs de ce régime. Je crois qu'ils connaissent le programme de François Hollande, et ils connaissent évidemment... Ils ont de la chance. Vous ne connaissez pas le programme de François Hollande? François Hollande a fait une campagne en disant très peu de choses sur le fond, en étant flou et imprécis sur beaucoup de questions. Et d'ailleurs, je crois que d'ailleurs, je vous dis que je n'ai pas voté pour lui au premier tour. D'ailleurs, je me souviens de Montebourg qui disait mais l'élection présidentielle c'est pour élire une personne. C'est un peu ce que me dit Monsieur Lamour d'ailleurs. C'est une question de personne, et le débat sur le fond, le programme va venir après. Au moment des législatives. Donc j'aimerais bien qu'il ait lieu pour que les Français puissent voter en connaissance de cause. Laissez-moi poser une question. Sur le Front de gauche, c'est important, il n'y a pas eu d'accord quand même entre le Parti socialiste et le Front de gauche. Martine Aubry, parce qu'il y a eu beaucoup de divisions internes chez vous, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous portez la responsabilité de cet échec? Non, absolument pas. Le Parti socialiste a décidé qu'il fallait arrêter les discussions, alors que nous aurions pu aboutir à quelque chose. Je crois que, pour vous dire comme je l'ai ressenti... Vous n'allez pas jusqu'à regretter d'avoir appelé à voter François Hollande? Non, pas du tout. Nous avons appelé à voter François Hollande sans discussion, sans négociation, sans contrepartie. C'était pour nous le préalable, battre Nicolas Sarkozy du programme qui est celui du Front de gauche. Mais malheureusement, Martine Aubry a visiblement... Parce qu'à droite, tout n'est pas rose, si je peux me permettre. Martine Aubry, visiblement, c'est beaucoup irrité de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont, en considérant qu'il venait dans son fief, chez elle.
conception un peu propriétaire. Et ça, à partir de ce moment-là, le ton des discussions, qui n'avaient pas été menées peut-être de manière très sérieuse jusqu'à présent, c'est un peu envenimé. Vous avez un allié dans l'opposition, Jean-François Lamour, non, au Parti socialiste. Je le récuse. Il le récuse, c'était un jeu. Non, je le récuse. Nous sommes les plus déterminés dans la bataille contre l'UMP. Monsieur Delapierre vient de dire exactement le contraire de ce qu'il nous avait dit tout à l'heure. Il nous a dit les Français ont voté sur un programme, et il vient de nous dire que les Français ont voté contre Nicolas Sarkozy. C'est bien. Je pense que vous allez être les dindons de la farce dans cette affaire-là. Voté contre la politique que vous avez menée. Regardez les deux propositions que vous dans la avez majorité faites. parlementaire. Regardez les deux propositions que vous avez faites sur la retraite à 60 ans et le SMIC à 1700 €, je crois. Sur les deux propositions, vous allez être les dindons de la farce. Monsieur Hérault, d'ailleurs, n'a jamais dit qu'elle allait reprendre toutes les propositions de M. Mélenchon. Au moins, non, mais c'est deux propositions, en tout cas, deux propositions qui ont été faites aux Français, en tout cas sur, en particulier, la retraite à 60 ans. On voit que M. Hérault, qui devait l'annoncer et la mettre en forme immédiatement, est en train de reculer par la complexité de la mise en place, par le coût. On nous l'annonce à 1 milliard, mais ça sera plus près de 5 milliards. Et aujourd'hui, les comptes de la nation ne le supportent pas. Donc il est en train de détricoter, jour après jour, une mesure qui avait été annoncée à grand renfort de trompette par François Hollande. Peut-être entre le PS et le Front de gauche, je vais parler aussi des divisions internes à l'UMP. Dites-nous, est-ce qu'il y a un leader naturel aujourd'hui à l'UMP, selon vous ? Il y a en tout cas une gestion collective. C'est de la langue de bois. Est-ce qu'il y a un leader naturel, selon vous ? Écoutez, les principaux leaders de l'UMP se sont réunis d'ailleurs avec le centre pour organiser. D'ailleurs, c'est une volonté du secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé. Il l'a annoncé le lendemain. Mais il n'y en a pas un qui émerge, selon vous. Eh ben, je pense que c'est mieux comme ça. Je vais vous dire parce que cette gestion, cette gestion collective, elle me semble indispensable. Je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresse surtout. En général, quand il y a un gadin à prendre, on a du mal à trouver quelqu'un qui va assumer la bataille. On en parlera le 17 juin du gadin. D'accord. Je remarque ça compte. Quand vous anticipez des victoires, vous discutez un peu plus pour le commandement. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir comment nous fonctionnons sur le terrain pendant cette campagne. Oui, mais ce qui s'est passé là n'est pas anodin ce soir. Quand François Fillon, dans une interview au Figaro Magazine, dit qu'il n'y a plus de leader naturel à l'UMP, que Jean-François Copé lui répond, ce sont deux ténors de la majorité. Oui, et Jean-François Copé disait ce matin même dans un journal, un quotidien, dans un quotidien aussi ce matin, vous avez dû lire, que François Fillon n'avait pas de soutien. Donc vous voyez bien, bon, c'est des petites phrases sur lesquelles il ne faut pas trop s'apesantir. Nous, je vais vous dire, la grande majorité des députés UMP investis ont fait notre job sur le terrain et on est en train de convaincre les Français qu'il faut aller effectivement sur cette direction d'une majorité de notre côté et du centre à l'Assemblée nationale. Le reste, on verra après le 17 juin, on l'a toujours dit. Oui, nous verrons. Bien Alors, sûr. messieurs, je voulais aussi vous poser une question sur le terrain. Qu'est-ce que vous disent les citoyens, les électeurs? Qu'est-ce qu'ils vous font remonter comme information pour ces élections législatives? Moi, je ressens cette grande volonté. Alors, dans l'Essonne, pour vous. Oui, cette grande volonté de changement. Bon, il y a le sentiment à gauche. Moi, je suis sur une terre de gauche, dans une circonscription qui vote à 60% à gauche. Que pendant 5 ans, on a beaucoup miséré, galéré, et qu'on a le droit à une part de bonheur, à ce que des choses concrètes changent. Donc, c'est d'avoir des professeurs dans les écoles, de pouvoir se soigner. On est dans des quartiers où, avec la politique de la droite et que M. Lamour a voté, les franchises médicales, etc., les gens se soignent moins. Ça commence à se voir même physiquement. Bon, c'est un peu un retour d'un espoir que le progrès est possible qui est attendu. Même question, Jean-François Lamour. Vraiment ce qu'on vous dit sur le terrain. Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous sur un certain nombre de familles, d'habitants du 15e arrondissement, pas de la 15e circonscription, mais du 15e arrondissement, qui vivent durement cette situation. Évidemment, on en est bien conscient, mais elle est due, vous en conviendrez, non pas à ce que vous avez appelé la politique de la droite pendant 5 ans, mais à la situation de crise que nous vivons. Et après, il y a deux solutions, il y a deux options. Sortir par le haut de cette crise sans créer à nouveau une dette supplémentaire. J'entends la création, par exemple, à nouveau d'emplois tremplins. Vous savez, ces emplois jeunes, c'est une bonne solution. Oui, non, mais c'est un exemple parmi d'autres. Oui. Mais c'est une dépense qui va plomber encore plus les comptes des finances de l'État et qui va nous mettre réellement en péril. Les Français feront leur choix. La différence. Le mot de la fin. Mais ce que nous proposons, c'est que la dette soit éteinte par un financement public de la Banque Centrale Européenne. Si on nous avait écouté en Grèce, on n'en serait pas là aujourd'hui. Eh bien, la dette publique au niveau européen, c'est de la
dette quand même, monsieur Delapierre. C'est exactement ce qu'il nous faut éviter. Ça, vous m'expliquerez comment une dette européenne et pas une dette... Jean-François Lamont, il vous l'expliquera. Ça va être difficile. Juste après, vous pouvez continuer le journal. Merci messieurs d'avoir été nos invités. La suite du 22h avec, à présent, cette marraine de marque pour la remise du prix Albert Londres. C'est le plus prestigieux prix remis aux journalistes. C'est la compagne du président Hollande qui était au Sénat tout à l'heure, c'était en début de soirée, pour assister à la cérémonie, qui a récompensé l'un de ses confrères journalistes à Paris Match. Il s'agit d'Alfred de Montesquieu, grand reporter qui a vu sa couverture de la révolution libyenne ainsi récompensée. Un tandem également, Audrey Gallet et Alice Audio ont reçu le prix pour le reportage intitulé Zambie, à qui profite le cuivre. On voit tout cela avec Sophie Normand qui y était ce soir. Aux côtés du président du Sénat et d'Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, Valérie Trierweiler, compagne de François Hollande et journaliste de profession. Des invités de marque pour un événement qui chaque année récompense le grand reportage. Beaucoup d'émotions pour cette 74e édition dédiée à Gilles Jacquier, journaliste mort sur le front de l'information en Syrie. C'était en janvier dernier. Gilles était mon mari, il était le père de mes enfants et l'homme que j'aimais. Et aussi, il était un journaliste hors pair que j'admirais. Il me manque et il me manquera beaucoup. Les membres du jury ont choisi de récompenser Alfred de Montesquieu, reporter à Paris Match, pour une série de reportages menés lors du conflit libyen. Les gens qui l'ont reçu avant moi sont tous à mes yeux des références professionnelles. Donc quand ils t'attribuent le prix Albert Londres, ils te disent tu es notre successeur, tu es notre continuateur. D'une certaine façon, bienvenue dans le club. C'est des pairs, P-A-I-R-S. Côté audiovisuel, le prix Albert Londres 2012 a été décerné au tandem Audrey Gallet et Alice Gaudio, auteurs d'un documentaire sur l'exploitation du cuivre en Zambie. Je suis très fière, très honorée et voilà, ça récompense 2 années de travail pendant lesquelles on a cherché les preuves de tout ce qu'on supposait. Un honneur pour ces jeunes journalistes de moins de 40 ans qui n'hésitent pas à mettre leur vie en péril au profit de l'information. Et la dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. D'abord, cette information. En Tunisie, la peine capitale a été requise contre l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali, jugé par contumace pour homicide volontaire. Dans la répression en janvier 2011 du soulèvement populaire, cette peine a été requise devant un tribunal militaire. Et tout de suite, c'est le tour de l'information de Cécile Sixou. Pour la première fois, ils votent sans savoir quel va être leur futur président. Les Égyptiens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour trouver un successeur à Hosni Moubarak et ils sont venus en masse pour ce scrutin historique. Certains sont faibles et ils sont venus. Certains sont handicapés et ils sont venus. Pourquoi ? Nous avons perdu une proie de notre histoire et de notre peuple. Nous devons mettre en place une nouvelle situation. Parmi les favoris, Harm Moussa, l'ancien chef de la Ligue arabe et ex-ministre des Affaires étrangères du président Moubarak. Le bronzage par UV, c'est l'un des premiers dossiers auxquels s'attaque la toute nouvelle ministre de la Santé, Marisol Touraine. Elle prépare actuellement un décret pour durcir la réglementation. Concrètement, les centres de bronzage devront, entre autres, proposer gratuitement des lunettes de protection et afficher les risques pour la santé de cette pratique. L'annonce intervient au même moment qu'une étude selon laquelle le bronzage par UV provoquerait la mort de plusieurs dizaines de personnes chaque année. Les taux se resserrent autour de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Selon les révélations du Monde, le nom de l'ex-chef de l'État serait cité à plusieurs reprises dans la procédure judiciaire. Des indices pouvant suggérer un financement illicite de sa campagne en 2007 par le couple Bettencourt. Avec la fin de son immunité mi-juin, l'ancien président risque une audition, voire des poursuites. Ils sont déçus par une entrée en bourse ratée. Les tout nouveaux actionnaires de Facebook portent plainte. Ils accusent le réseau social et les banques d'avoir négligé la préparation de l'opération et condamnent le manque d'informations sur les activités et les perspectives de l'entreprise. Le géant des réseaux sociaux juge ce soir ces plaintes infondées. Il a annoncé qu'il se défendrait vigoureusement. Vendredi, l'action se vendait à 38 $. Depuis, elle fait le yo-yo. Après avoir perdu 20% au cours des 3 premières séances, ce soir, elle regagne 3,5%.
Un lapsus dont se serait bien passé le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Interrogé sur la confrontation des législatives à Hénin-Beaumont entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, il répond. Il y a au premier tour des candidats du Front de gauche, du Parti socialiste, c'est la règle démocratique à gauche, et puis il y aura un second tour. J'espère d'ailleurs que Martine Aubry n'y sera pas, mais c'est... Marine Le Pen n'y sera pas. Confusion entre Martine et Marine. Pour la petite histoire, tout de même, les journalistes venaient de l'interroger longuement sur la première secrétaire du Parti socialiste. Voilà, c'est la fin de votre 22h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les. Je vous souhaite une belle et douce soirée en notre compagnie et à demain, j'espère.